Elle a été licenciée le jour même où son frère, atteint de trisomie 21, avait appris à plier les serviettes de toilette. Parfaitement. Personne ne le savait, sauf le millionnaire, qui avait tout entendu depuis la bibliothèque. Ce n'est pas une histoire de règles, c'est une histoire de ce qui arrive quand les règles sont brisées par amour, et de ce qui arrive quand quelqu'un voit tout. Sophie Dubois avait 38 ans et 3 certitudes dans sa vie. Premièrement, son travail comme employé de maison à la Villa Dubois était la seule chose qui la maintenait à flot. Deuxièmement, son frère Théo, 24 ans, atteint de trisomie 21, était le seul membre de sa famille qui lui restait. Troisièmement, si elle perdait son travail, elle perdait tout. Et ce jeudi 15 mai, à 14h47, ces 3 certitudes se sont effondrées en moins de 3 minutes. Si jamais vous avez senti que le monde était contre vous, aucune seule mauvaise décision pouvait détruire tout ce que vous avez construit. Alors vous comprendrez ce que Sophie a ressenti quand l'intendante a hurlé ces mots. Mais revenons au début, car cette histoire commence 23 jours plus tôt et commence par une décision impossible. Sophie travaillait à la Villa Dubois depuis 3 ans, une demeure de 8 pièces dans le quartier des Lilas, avec des jardins qui semblaient tout droit sortis d'un magazine, des sols en marbre italien qui reflétaient la lumière comme des miroirs et une cuisine plus grande que tout l'appartement où Sophie vivait avec Théo, à Belleville. C'était un bon travail, le meilleur qu'elle ait jamais eu, 1800 € par mois, de 6 heures du matin à 8 heures du soir, 6 jours par semaine. Monsieur Dubois, le propriétaire, était un homme occupé, PDG d'une chaîne d'hôtels de luxe, 58 ans, veuf. Il était presque jamais à la maison, et quand il y était, il s'enfermait dans sa bibliothèque au 2e étage ou en visioconférence pendant des heures. Sophie le voyait, peut-être 2 fois par semaine, un salut courtois, un sourire poli, rien de plus. Mais il y avait quelqu'un d'autre dans cette maison, quelqu'un qui voyait Sophie tous les jours, Madame Michaud, l'intendante, chef, 52 ans, responsable de la supervision. De tout le personnel de la maison, Sophie, le jardinier, le cuisinier, le chauffeur, l'assistante de ménage. Madame Michaud était de ces personnes qui mesurent leur valeur à la quantité de contrôle qu'elles exercent sur les autres, obsessionnelles avec les règles. Les serviettes devaient être pliées, entières, jamais en 2. Les assiettes devaient être empilées, avec le logo vers le haut. Les fenêtres étaient nettoyées les mardis et vendredis. Jamais les autres jours. Il n'y avait pas d'exception, pas de flexibilité. Et la règle la plus importante de toutes, répétée, toutes les 2 semaines, lors des réunions du personnel. Personne ne peut amener de visiteurs à la maison. Jamais. En aucun cas. Sophie ne l'avait jamais enfreinte, jusqu'au 23 avril. Ce jour-là, à 5h30 du matin, Sophie est arrivée à la Villa Dubois avec quelque chose qu'elle n'avait jamais apporté auparavant. Un sac à dos bleu marine, lourd, avec de la nourriture, des vêtements de rechange, un carnet de croquis et 12 crayons de couleur, et avec son frère Théo, caché sur la banquette arrière du bus qu'il prenait depuis Belleville. Théo Dubois avait 24 ans, trisomie 21 en mosaïque, fonctionnement modéré, quotient intellectuel de 68. En termes qu'il avait lui-même appris à dire avec fierté, « Je suis différent, pas moins ». Il avait les cheveux noirs, toujours en bataille, des yeux bridés qui brillaient quand il souriait et une compétence particulière qu'il avait acquise en travaillant pendant 5 ans dans une boulangerie, plier les choses parfaitement. Serviette en papier, serviette de toilette, sac en papier. Si ça pouvait se plier, Théo le pliait comme si c'était un origami. Avant, Théo avait une routine. Il se réveillait à 7 heures, déjeunait avec Sophie à 8 heures. Ils prenaient le bus ensemble. Sophie descendait dans le quartier des Lilas. Théo continuait jusqu'au centre d'accueil de jour
pour adultes handicapés du 11e arrondissement, où il passait de 9 heures du matin à 6 heures du soir. Là-bas, il avait des amis, des activités, une supervision, une sécurité. Mais le 1er avril, le centre a fermé pour 1 mois. Rénovations urgentes, canalisation cassée, problèmes structurels. Et Sophie s'est retrouvée sans option. Elle ne pouvait pas laisser Théo seul à la maison. Il avait besoin d'une supervision constante, pas par incapacité, mais par sécurité. Théo était autonome, oui, mais il faisait confiance à tout le monde. Il ouvrait la porte à des inconnus. Il donnait des informations personnelles. Une fois, il a failli partir avec quelqu'un qui lui avait promis de l'emmener voir un film. Engager un auxiliaire de vie coûtait 4 000 € par mois. Sophie gagnait 1 800 €. Elle a appelé 3 amis. Les 3 travaillaient. Aucune ne pouvait aider. Elle a appelé une cousine à Lyon. Elle n'a pas répondu. Elle a essayé de demander un congé d'1 mois à Madame Michaud. La réponse a été immédiate. Si tu pars 1 mois, ne reviens pas. Alors Sophie a fait la seule chose qu'elle pouvait faire, la seule chose qu'elle n'avait jamais faite. Elle a enfreint la règle. Le 1er jour, Théo s'est caché dans le garde-manger du fond, une pièce de 3 mètres sur 4, remplie de produits d'entretien, de boîtes de papier toilette et d'étagères, avec des conserves que personne n'utilisait. Il y avait une petite fenêtre donnant sur le jardin arrière. Lumière naturelle, ventilation. Sophie lui a apporté un vieux coussin, une gourde d'eau, son carnet de croquis, et elle lui a donné une seule instruction. Ne fais pas de bruit. S'il te plaît, Théo, pas un mot. Théo a acquiescé, sérieusement, comme s'il comprenait exactement ce qui était en jeu. Et pendant 23 jours, Théo Dubois est devenu un fantôme. Il arrivait à 5h30 du matin avec Sophie, 1 heure avant que le reste du personnel n'arrive. Ils entraient par la porte de service. Sophie l'installait dans le garde-manger. Elle lui laissait son petit déjeuner et elle partait travailler à 10 heures du matin, quand tout le monde prenait sa pause café. Sophie retournait dans le garde-manger 10 minutes. Elle lui apportait des fruits. Elle vérifiait qu'il allait bien. Théo était toujours en train de dessiner ou de dormir, ou simplement de regarder par la fenêtre. À 1 heure de l'après-midi, pendant le déjeuner du personnel, Sophie lui apportait son déjeuner. Encore 10 minutes. Théo mangeait en silence. Il souriait. Il lui montrait ses dessins, le jardin vu de la fenêtre, les arbres, les nuages, des oiseaux qui n'ont jamais existé, mais qu'il imaginait. Et à 8 heures du soir, quand tout le monde partait, Sophie retournait dans le garde-manger. Il rangeait tout et il sortait par la même porte par laquelle ils étaient entrés. Personne ne savait, personne ne soupçonnait, sauf que Théo ne pouvait pas rester tranquille aussi longtemps, pas parce qu'il était agité, mais parce qu'il avait un cœur énorme, et quand il voyait quelque chose qu'il pouvait aider, il ne pouvait pas l'éviter. Le 5e jour, cependant que Sophie travaillait au 2e étage, Théo est sorti du garde-manger. Il a vu un panier rempli de serviettes propres, non pliées, et il les a pliées toutes, parfaitement, entières, exactement comme Madame Michaud l'exigeait. Sophie a failli s'évanouir quand elle les a vues, mais personne n'a posé de questions, personne n'a remarqué. Le 9e jour, Théo a arrosé les plantes du jardin arrière. Il a utilisé le tuyau d'arrosage avec précaution. Il n'a pas mouillé le sol, il n'a pas fait de bruit. Quand le jardinier est arrivé, les plantes étaient déjà parfaites. Sophie se dit qu'il avait dû oublier de le faire la veille. Le 14, Théo organisa tout le garde-manger, produits d'entretien par catégorie, conserves par date de péremption. Le tout étiqueté mentalement dans sa tête, même s'il n'écrivait rien. Et le 20, Théo vit Sophie nettoyer les fenêtres du 1er étage, depuis l'extérieur. Elle avait l'air fatiguée.
très fatiguée. Alors, quand elle redescendit chercher plus de produits, Théo sortit du garde-manger, prit un chiffon et nettoya les 3 fenêtres du rez-de-chaussée qui donnaient sur le jardin. Quand Sophie revint, elle faillit pleurer. Pas de peur, de gratitude. Théo ne comprenait pas le risque, mais il comprenait quelque chose de plus important. Sa sœur travaillait dur et il pouvait l'aider. Pendant 23 jours, Théo Dubois fut la meilleure employée que la Villa Dubois n'ait jamais su qu'elle avait. Mais quelqu'un d'autre commençait à remarquer des choses étranges. Monsieur Dubois travaillait de chez lui le jeudi, toujours dans sa bibliothèque au premier étage. Porte fermée, casque sur les oreilles, concentré. Mais ce matin-là, le 15 mai, jour 23, quelque chose le distraya. Il arriva à la bibliothèque à 9 heures, comme toujours, mais son ordinateur ne s'allumait pas. Problème technique. Il appela le support. Ils lui dirent qu'il mettrait 2 heures à arriver. Alors, Monsieur Dubois fit quelque chose qu'il ne faisait presque jamais. Il sortit de la bibliothèque et se promena dans la maison. Il passa par la cuisine, vide. Il passa par la salle à manger, propre. Il monta au 2e étage. Tout était en ordre. Il redescendit. Et c'est alors qu'il entendit quelque chose, un son doux, comme de l'eau qui coule. Cela venait du jardin. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit quelque chose qu'il n'attendait pas. Un jeune homme, peut-être une vingtaine d'années, avec des traits que M. Dubois reconnut immédiatement. Trisomie 21, arrosant les plantes avec un tuyau d'arrosage, se déplaçant avec précaution, chantant une chanson à voix basse. Souriant, M. Dubois resta paralysé. Pas parce qu'il y avait un étranger dans son jardin, mais parce que cet étranger lui rappelait quelqu'un, Sébastien, son fils, qui était mort il y a 3 ans, à 12 ans. Trisomie 21, complication cardiaque que personne n'avait pu prévenir. Sébastien chantait aussi quand il faisait des tâches simples. Il souriait aussi, pour des raisons que personne d'autre ne comprenait. Il avait aussi cette capacité à trouver de la joie dans l'ordinaire. Monsieur Dubois sentit que quelque chose se brisait à l'intérieur de sa poitrine, une vieille fissure qui ne s'était jamais complètement refermée. Il allait sortir. Il allait demander qui était ce jeune homme. Mais juste à ce moment-là, il entendit des pas rapides. La porte de service s'ouvrit et Sophie sortit en courant dans le jardin. « Théo » murmura-t-elle. Sophie parlait à voix basse. « Urgente. Tu dois retourner au garde-manger. S'il te plaît. Maintenant » Théo lâcha le tuyau d'arrosage, hocha la tête, et les deux disparurent par la porte de service. Monsieur Dubois resta près de la fenêtre, analysant. C'était Sophie, son employée de confiance, et ce jeune homme était quelqu'un d'important pour elle, quelqu'un qu'elle cachait. Il aurait dû poser des questions, il aurait dû confronter, mais quelque chose le retint. Peut-être l'image de Théo chantant, peut-être le souvenir de Sébastien, peut-être de la simple curiosité. Alors Monsieur Dubois ne dit rien. Il retourna à la bibliothèque, ferma la porte, mais laissa une fente ouverte, à peine 5 centimètres, suffisamment pour écouter. Et 3 heures plus tard, cette décision changerait 3 vies pour toujours. Il était 14h30 quand Madame Michaud décida de faire une de ses inspections surprises. Elle adorait ça. Vérifier chaque recoin, chaque placard, chaque garde-manger, chercher des erreurs et chercher des excuses pour exercer son contrôle. Elle vérifia la cuisine. Tout était parfait. Elle vérifia les salles de bain, impeccables. Elle monta au 2e étage. Les chambres brillaient. Et puis, elle descendit dans la zone de service, ouvrit le garde-manger du fond, et là, il y avait Théo, assis sur le coussin, dessinant dans son cahier, avec 12 crayons de couleur éparpillés autour. Théo leva les yeux, sourit, dit d'une voix douce « Bonjour, je suis Théo ». Madame Michaud ne sourit pas. Elle resta figée pendant 2 secondes, puis cria « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici ?» Théo eut peur, laissa tomber le crayon vert qu'il avait dans la main. Je suis... J'attends Sophie ?» Sophie. Madame Michaud sortit du garde-manger, ferma la porte d'un coup et cria dans le couloir. « Sophie Dubois !
Venez ici tout de suite. Sophie était au premier étage en train de nettoyer une salle de bain. Elle entendit le cri et sut que tout était fini. Elle descendit les escaliers, lentement, comme si chaque pas la rapprochait de l'abîme. Quand elle arriva dans le couloir de service, elle vit Madame Michaud les bras croisés, rouge de colère, et derrière elle, la porte du garde-manger entr'ouverte. « Expliquez-vous » Madame Michaud ne demanda pas. Elle ordonna. Sophie prit une profonde inspiration. « Madame Michaud, je peux expliquer. »« Expliquer quoi ? Expliquer que vous avez amené cette personne dans la maison, sans permission ?»« C'est mon frère, » dit Sophie, voix ferme, même si elle tremblait à l'intérieur. Son centre d'accueil de jour a fermé pour 1 mois. Je n'avais nulle part où le laisser. Je ne pouvais pas payer une auxiliaire de vie. Je voulais juste... Je m'en fiche, interrompit Madame Michaud. Je me fiche de savoir si c'est votre frère, votre cousin ou le président de la République. Les règles sont claires. Personne n'amène de visiteurs. Jamais. Ce n'est pas une visite, tenta d'expliquer Sophie. Il n'a dérangé personne. Il a juste... n'a pas dérangé. Madame Michaud éleva la voix. Vous savez le risque que nous courons. Vous savez ce que Monsieur Dubois dirait s'il savait que vous avez amené cette... Madame Michaud ne termina pas la phrase. Mais le mot flottait dans l'air. Chose. Sophie sentit que quelque chose se brisait à l'intérieur d'elle. Pas de la colère. Quelque chose de pire. De l'humiliation. S'il vous plaît, Madame Michaud, murmura Sophie. Juste 1 mois. 2 semaines de plus. Le centre rouvre le 1er juin, s'il vous plaît. Madame Michaud la regarda avec mépris. Licenciée, maintenant, ramassez vos affaires et sortez cette chose de ma maison. Et c'est à ce moment-là, dans cette seconde précise, que Monsieur Dubois sortit de la bibliothèque du 1er étage. Il avait tout entendu, chaque mot, chaque insulte, chaque brisure dans la voix de Sophie, et quelque chose à l'intérieur de lui, quelque chose qui était resté endormi pendant 3 ans, se réveilla avec une fureur qu'il ne savait pas qu'il avait encore. Ses pas résonnèrent sur les escaliers de marbre. 1, 2, 3, descendant. Madame Michaud se retourna, pâlit. Monsieur Dubois ne cria pas. Il n'eut pas besoin de le faire. Sa voix était basse, dangereusement basse. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?»« Michaud. » Madame Michaud balbutia. « Monsieur Dubois, j'étais... » « Répétez, » dit Monsieur Dubois. « La partie où vous avez traité le frère de Sophie de chose. Répétez-la. Je veux l'entendre à nouveau. » Silence. Monsieur Dubois marcha jusqu'au garde-manger, ouvrit la porte. Théo était assis sur le coussin, effrayé, les yeux humides. Monsieur Dubois le regarda et vit Sébastien. « Bonjour, » dit Monsieur Dubois, voix douce maintenant. « Comment tu t'appelles ?»« Théo, » répondit le jeune homme. « Théo Dubois. Enchanté Théo, je suis Monsieur Dubois. C'est ma maison. » Théo hocha la tête. « Je suis désolé, je ne voulais pas déranger. Sophie m'a dit de ne pas faire de bruit. » Monsieur Dubois sourit, un sourire triste. « Tu n'as pas dérangé. » Théo, pas du tout. Il se retourna. Sophie observa Madame Michaud. Et ce qu'il dit ensuite va bouleverser la vie de 3 personnes. Pour toujours. Madame Michaud, vous êtes renvoyée. Si cette histoire vous touche, si vous sentez votre cœur se serrer, laissez-moi vous dire une chose. Vous n'avez encore rien vu, car ce qui va suivre n'est pas seulement justice, c'est une véritable rédemption. Madame Michaud ouvre la bouche, la referme, la rouvre. Monsieur Dubois, je ne faisais que... Maintenant, répète Monsieur Dubois avec fermeté, quittez ma maison, immédiatement. Mais je travaille ici depuis 7 ans, et en 7 ans, vous n'avez jamais appris la chose la plus importante, dit Monsieur Dubois d'une voix grave. Les règles existent pour protéger les gens, pas pour les humilier. Madame Michaud tente de s'expliquer à nouveau. Monsieur Dubois lève la main, l'interrompant. Partez, je ne veux plus jamais vous revoir. Madame Michaud s'en va sans rien emporter, sans dire au revoir. Elle sort, tout simplement. Sophie est sous le choc, pétrifiée. Elle ne comprend pas ce qui vient de se passer.
Monsieur Dubois se tourne vers elle. Sophie, pouvez-vous venir avec moi un instant, s'il vous plaît? Elle acquiesce, incapable de prononcer un mot. Théo, peux-tu nous attendre ici? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Théo hoche la tête à son tour. Confus, mais rassuré par le ton de Monsieur Dubois. Monsieur Dubois et Sophie se dirigent vers le grand salon. Ils s'assoient, et pour la première fois depuis 3 ans, Monsieur Dubois parle de son fils. Sophie, commence-t-il, la voix tremblante, j'ai besoin de vous raconter quelque chose. Et il lui parle de Sébastien, de son diagnostic, de 12 années de bonheur pur, des nuits passées à l'hôpital, du jour où son cœur a cessé de battre, du vide immense qu'il a laissé derrière lui, un vide qui ne se comble jamais. Quand il termine, les larmes coulent sur ses joues. Sophie pleure aussi. « Je ne savais pas, monsieur », murmure Sophie bouleversée. Monsieur Dubois secoue la tête. « Vous ne pouviez pas savoir, mais maintenant que vous le savez, comprenez ceci. Quand j'ai entendu Madame Michaud traiter votre frère de choses, je n'ai pas seulement entendu une insulte envers lui, j'ai entendu une insulte envers mon fils. Et je ne laisserai jamais ça se produire. » Sophie pleure, pas de peur, de soulagement, de gratitude, d'un sentiment indescriptible. Monsieur Dubois poursuit. « Je veux que Théo vienne ici tous les jours, ici, à la Villa Dubois, pas en se cachant, officiellement. » Sophie lève les yeux, surprise. « Quoi? Il a des talents. J'ai vu les serviettes pliées, j'ai vu les plantes arrosées, j'ai vu le cellier organisé. Ou Théo a du talent, et il mérite d'être reconnu pour cela. Mais, monsieur, je ne peux pas... »« Si, vous pouvez, » dit Monsieur Dubois avec assurance. « Et vous le ferez. Votre salaire est maintenant de 2400 €, 3 fois plus qu'avant. Et Théo recevra 300 € par mois. Ce n'est pas de la charité, Sophie, c'est une juste rétribution pour un travail bien fait. » Sophie est incapable de parler. Elle ne fait que pleurer. « Et il y a une chose de plus, » ajoute Monsieur Dubois, les yeux brillants. « À partir d'aujourd'hui, je veux mettre en place une politique dans toute ma chaîne d'hôtels. 120 établissements. Si un employé a besoin d'amener un membre de sa famille handicapé parce qu'il n'a pas d'autre choix, il pourra le faire. Avec supervision, avec dignité, avec respect. » Sophie le regarde comme si elle assistait à un miracle. Et peut-être que c'en est un. Mais les miracles ne s'arrêtent pas quand ils sont déclarés. Ils ne font que commencer. Le lendemain 16 mai, Sophie et Théo arrivent à la Villa Dubois à 6 heures du matin, comme toujours. Mais cette fois, Théo n'entre pas par la porte de service cachée dans l'ombre. Il entre par la porte principale. Monsieur Dubois les attend. Du café fraîchement préparé, 3 tasses, une pour lui, une pour Sophie et une pour Théo, avec du lait et 2 cuillères de sucre, exactement comme il l'aime. « Bienvenue, » dit Monsieur Dubois avec un sourire chaleureux. « Ceci est votre maison. » Théo sourit, un grand sourire, sincère. « Merci, Monsieur Dubois. »« Juste Dubois, » répond-il. « Nous sommes une équipe maintenant. » Et ainsi commença quelque chose que personne dans cette maison n'avait prévu. Une transformation. Pas seulement des routines, des cœurs. Les premiers jours sont bizarres. Le cuisinier, Don Miguel, regarde Théo avec méfiance. Le jardinier, Thomas, ne sait pas comment lui parler. La femme de ménage, Rose, évite son regard. Mais Théo ne remarque pas ces choses. Ou s'il les remarque, il ne s'en soucie pas. Il fait simplement ce qu'il sait faire de mieux. Aider. Le premier jour, il plie 47 serviettes, parfaites, en 3, sans que personne ne le lui demande. Le deuxième jour, il organise le cellier où il a passé 23 jours caché. Cette fois, non pas par peur, mais par amour de l'ordre. Le troisième jour, il aide Thomas à arroser le jardin. Au début, Thomas ne lui parle pas, mais après 20 minutes à observer Théo travailler, arroser chaque plante avec soin, chanter en le faisant, quelque chose change. « Hé Théo, » dit Thomas, « tu connais ces plantes ?» Théo secoue la tête. « Ce sont des bougainvilliers, » explique Thomas. « Elles ont besoin d'eau 2 fois par semaine, pas plus. Tu peux m'aider à m'en souvenir ?» Théo acquiesce. « Bien sûr, 2 fois, mercredi et samedi, je m'en souviendrai. » Et il s'en souvient, chaque semaine, sans faute.
Le quatrième jour, pendant que Sophie nettoie la cuisine, Don Miguel prépare le déjeuner. Poulet rôti aux légumes. Théo regarde depuis la porte. « Tu veux aider ?» demande Don Miguel. Plus par politesse que par conviction. Théo entre. « Oui, s'il vous plaît. » Miguel lui montre comment laver les légumes. Comment les couper? Pas avec un couteau, c'est trop dangereux. Mais avec les mains, en effeuillant la laitue, en séparant les bouquets de brocolis. Théo le fait lentement, avec une concentration absolue, comme si chaque feuille de laitue était une œuvre d'art. Quand il termine, Miguel le regarde différemment. « Tu as bien travaillé, mon garçon. » Théo rayonne. « Merci, Don Miguel. Je peux aider demain aussi. » Miguel acquiesce. « Bien sûr que oui. » Et ainsi, jour après jour, Théo gagne le cœur de chaque personne dans cette maison. Pas avec des mots compliqués, pas avec des efforts extraordinaires, juste en étant lui-même. Gentil, travailleur, présent. Mais il y a quelqu'un qui observe tout cela avec un mélange d'émerveillement et de douleur. Monsieur Dubois, parce qu'à chaque fois qu'il voit Théo sourire, il voit Sébastien. À chaque fois que Théo chante en travaillant, Monsieur Dubois se souvient des matins où Sébastien chantait des chansons inventées pendant qu'il prenait son petit déjeuner. À chaque fois que Théo demande comment aider, Monsieur Dubois se souvient de la façon dont Sébastien voulait toujours être utile, même s'il ne savait pas exactement comment faire. Et un soir, 2 semaines après que Théo ait commencé officiellement, Monsieur Dubois craque. Il est dans sa bibliothèque, seul, regardant une photo de Sébastien qu'il garde dans le tiroir de son bureau, une photo du jour de son 10e anniversaire. Sébastien, avec un chapeau de fête, soufflant une bougie, souriant. Monsieur Dubois pleure. Pour la première fois depuis 3 ans, il pleure, vraiment. Pas de tristesse pure, de quelque chose de plus complexe. Tristesse mêlée de gratitude, douleur mêlée d'espoir. Parce que Théo n'est pas Sébastien, il ne le sera jamais. Mais sa présence guérit quelque chose que Monsieur Dubois pensait ne jamais pouvoir guérir. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend quelque chose. Sébastien n'est pas mort pour rien. Il a vécu pour enseigner à Monsieur Dubois ce qui comptait vraiment. Et maintenant, Théo lui rappelle cette leçon, que les gens ne valent pas pour ce qu'ils produisent. Ils valent pour ce qu'ils sont. Le lendemain, Monsieur Dubois fait quelque chose qu'il n'a pas fait depuis des années. Il descend dans la cuisine à l'heure du petit déjeuner du personnel. 7 heures du matin, tout le monde était là. Sophie, Théo, Don Miguel, Thomas, Rose. Elle s'assit et déjeuna avec eux. Ils parlèrent de choses simples. Le temps, les plantes du jardin, la recette des haricots de Don Miguel. Théo raconta une blague qui n'avait aucun sens. Tout le monde rit malgré tout, et Monsieur Dubois réalisa quelque chose. À cette table, dans cette cuisine, il y avait plus de vie que dans les 3 dernières années de dîner solitaire dans la grande salle à manger. Mais tout n'était pas facile. Il y avait des jours où Théo était frustré, quand il ne comprenait pas une instruction, quand il oubliait quelque chose, quand les choses ne sortirent pas parfaitement. Un jour, il essaya d'aider Rose à nettoyer un grand miroir dans le hall d'entrée, mais il utilisa trop de nettoyant. Le miroir fut couvert de marques blanches. Théo s'assit par terre et pleura. Sophie courut le consoler. « Ce n'est rien. Théo, on peut le nettoyer encore une fois. »« Mais je voulais bien faire, » sanglota Théo. « Comme toi, comme Don Miguel, comme tout le monde. » Monsieur Dubois était là. Il vit tout. Il s'approcha et s'assit par terre à côté de Théo. « Théo, sais-tu combien de fois je me trompe dans mon travail ?» demanda Monsieur Dubois. Théo leva les yeux, larmoyant. « Vous vous trompez ?»« Tout le temps, » répondit Monsieur Dubois. « La semaine dernière, j'ai pris une décision qui a coûté à mon entreprise 200 000 €. Je me suis trompé, gravement. Mais sais-tu ce que j'ai fait après ? Quoi ? J'ai réparé, j'ai appris. Et j'ai continué. C'est ce que font les personnes qui en valent la peine. Elles n'abandonnent pas. Elles réessayent. » Théo acquiesça, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. « Tu m'apprends à bien nettoyer le miroir ?» Monsieur Dubois sourit. « Bien sûr que oui. Et pendant 15 minutes,
un PDG millionnaire et un jeune homme atteint de trisomie 21 nettoyèrent un miroir ensemble. Quand ils eurent terminé, le miroir brillait, mais quelque chose d'autre brillait aussi, le sourire de Théo. Et c'est juste après ce moment, alors que M. Dubois retournait à sa bibliothèque, que Rose s'approcha de lui, timide. « Monsieur Dubois, je peux vous dire quelque chose. Bien sûr, Rose, j'ai un cousin atteint de paralysie cérébrale. Il vit avec ma tante. Elle est âgée. Elle ne peut pas bien s'occuper de lui. Et moi, je n'ai jamais pensé que je pourrais l'amener ici. Mais si vous avez dit que... » Monsieur Dubois l'interrompit avec un sourire. « Quel âge a ton cousin? 19 ans? A-t-il besoin d'une supervision constante? Non, juste de compagnie et quelque chose à faire. » Monsieur Dubois acquiesça. « Amène-le demain. Nous allons lui trouver quelque chose à faire, quelque chose qu'il aime. » Rose faillit pleurer. « Merci, monsieur, merci. » Et c'est là que Monsieur Dubois comprit que ce qui avait commencé comme un acte de justice pour Sophie et Théo était en train de devenir quelque chose de beaucoup plus grand, un mouvement. Parce que 3 jours plus tard, Thomas lui demanda s'il pouvait amener sa nièce, 8 ans, autiste. Non-verbale, sa sœur travaillait en double vacation et la fillette passait des heures seule avec la télévision allumée. Et Don Miguel demanda s'il pouvait amener sa belle-mère. 74 ans, démence précoce. Elle avait besoin de compagnie, quelqu'un qui la surveille pendant qu'il travaille. Monsieur Dubois dit oui à tout le monde. Et soudain, la villa Dubois cessa d'être seulement une demeure vide. Elle se transforma en quelque chose d'autre, un refuge, une famille, un endroit où les personnes vulnérables n'étaient pas cachées. Elles étaient vues, mais il y avait quelqu'un d'autre qui regardait tout cela, quelqu'un que Monsieur Dubois n'attendait pas. Madame Michaud. Depuis qu'elle avait été renvoyée, Madame Michaud était au chômage. Aucune famille du quartier des Lilas ne voulait l'embaucher. La rumeur courait. Madame Michaud a été renvoyée de la villa Dubois. On dit qu'elle a été cruelle avec une employée. Personne ne voulait prendre de risques. Pendant 4 semaines, Madame Michaud chercha du travail, rien. Elle brûla ses économies. Elle dut déménager dans un appartement moins cher. Elle cessa de payer sa salle de sport. Sa vie de contrôle parfait s'effondra. Et un après-midi, désespérée, elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé faire. Elle frappa à la porte de la villa Dubois. Monsieur Dubois ouvrit, la vit et sut exactement pourquoi elle était là. Madame Michaud ne le regarda pas dans les yeux. « Monsieur Dubois, je suis venu pour... » « Vous n'avez pas à expliquer, » dit Monsieur Dubois. « Je sais pourquoi vous êtes ici. » Madame Michaud déglutit. « Je n'espère pas que vous me redonniez mon travail. Je veux seulement m'excuser auprès de vous, auprès de Sophie, auprès de Théo. Ce que j'ai fait était impardonnable. » Monsieur Dubois la regarda longtemps en réfléchissant. « Avez-vous appris quelque chose, Madame Michaud ?» Elle acquiesça de la voix brisée. « J'ai appris que les règles sans cœur sont de la cruauté. J'ai appris que le contrôle n'est pas la même chose que le leadership. J'ai appris que les personnes valent plus que les protocoles. » Monsieur Dubois acquiesça. « Bien, c'est un début. » Madame Michaud leva les yeux, surprise. « Je ne vais pas vous redonner votre travail, » clarifia Monsieur Dubois. « Mais je vais vous donner une opportunité. J'ai un nouveau projet, un programme pilote dans l'un de mes hôtels. J'ai besoin de quelqu'un qui forme le personnel sur l'inclusion, sur l'empathie, sur la façon de travailler avec des employés qui amènent des membres de leur famille vulnérables. » Madame Michaud cligna des yeux. « Moi? Oui. Vous? Parce que personne ne comprend mieux la douleur du manque d'empathie que quelqu'un qui l'a causé et a tout perdu à cause de cela. » Madame Michaud pleura, pas des larmes manipulatrices, des larmes réelles, de honte, de gratitude, de rédemption inattendue. « Je ne vous décevrai pas, » murmura-t-elle. « J'espère que non, » répondit Monsieur Dubois, « parce que cette fois, il n'y aura pas de seconde chance. » Et ainsi, même l'antagoniste de cette histoire trouva un chemin vers l'avant. Qu'auriez-vous fait à la place de Monsieur Dubois? Auriez-vous pardonné à quelqu'un qui a humilié une personne vulnérable? Ne mentez pas, pensez-y vraiment.
Parce que le pardon n'est pas une faiblesse. C'est la force la plus grande qui existe. Mais revenons à Sophie, parce qu'il y avait quelque chose qu'elle avait gardé pour elle, quelque chose que personne ne savait, pas même Monsieur Dubois. Un carnet. Pendant les 23 jours où Théo était caché, Sophie avait tout documenté. Chaque jour, chaque moment, chaque peur, chaque petite victoire. C'était un carnet bleu marine de 120 pages, avec une écriture petite et serrée, comme si Sophie voulait capturer chaque détail avant qu'il ne s'échappe. La première entrée disait « Jour 1, 23 avril. Aujourd'hui, j'ai enfreint la règle la plus importante. J'ai amené Théo avec moi. Je suis terrifié, mais je suis plus terrifié de le laisser seul. Si on nous découvre, nous perdons tout. Mais si quelque chose lui arrive parce que je l'ai laissé seul, je me perds moi-même. » L'entrée du jour 5 disait « Théo a plié les serviettes pendant que j'étais en haut. J'ai failli m'évanouir. Mais personne n'a remarqué. Peut-être pouvons-nous y arriver. » L'entrée du jour 14 disait « Théo a organisé le garde-manger. Tout est parfait, comme s'il avait travaillé ici toute sa vie. Parfois, j'oublie que le monde le voit différemment. Pour moi, il a toujours été parfait. » Et la dernière entrée, jour 23, 15 mai, nous avons été découverts. Madame Michaud a crié des choses horribles. Je suis renvoyé. Mais alors, il s'est passé quelque chose que je ne comprends pas. Monsieur Dubois a défendu Théo. Il nous a défendus. Il a dit que nous pouvons rester, tous les deux. Je ne sais pas si je rêve. Mais si c'est le cas, je ne veux pas me réveiller. Sophie n'a jamais prévu de montrer ce carnet à personne. C'était son refuge privé, sa façon d'appréhender la peur et l'espoir. Mais un après-midi, alors qu'elle rangeait la bibliothèque, le cahier tomba de son sac. Monsieur Dubois l'aperçut. Il le ramassa. Il allait le lui rendre sans poser de questions, mais il vit alors les premiers mots sur la couverture, écrits au marqueur noir, 23 jours de peur, 23 jours d'amour, 23 jours de Théo. Monsieur Dubois regarda Sophie. « Puis-je » Sophie hésita, puis elle acquiesça. Monsieur Dubois lut chaque page, chaque mot, chaque entrée. Quand il eut fini, il avait les larmes aux yeux. Encore. « Sophie, c'est incroyable !» Sophie rougit. « Ce n'est qu'un cahier. »« Non !» réfuta Monsieur Dubois. « C'est un témoignage. C'est la preuve que l'amour rend l'impossible possible. Et j'ai besoin que plus de gens le voient. » Sophie fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Monsieur Dubois sourit. « Je vais le publier, avec votre permission. Pas en entier, mais des fragments, dans le manuel de politique d'inclusion de mon entreprise, pour que chaque responsable, chaque employé, comprenne pourquoi ces politiques sont importantes, pour qu'ils voient que derrière chaque règle, il y a des personnes réelles, avec des peurs réelles, et un amour réel. » Sophie ne savait pas quoi dire. « Utiliseriez-vous votre vrai nom ?» demanda Monsieur Dubois. Sophie réfléchit, puis elle acquiesça. « Oui, je veux que les gens sachent que c'est arrivé, que Théo est réel, que les personnes comme lui méritent d'être vues. » Monsieur Dubois tendit la main. « Marché conclu. » Sophie la serra. Et ainsi, un cahier écrit dans la peur devint un outil d'espoir. Mais il y avait une chose de plus, quelque chose que ni Monsieur Dubois ni Sophie ne savaient. Jean, le jardinier, avait enregistré une vidéo le 20e jour quand Théo avait aidé à nettoyer les fenêtres. Jean l'avait vu depuis le jardin et sans que personne ne le sache, il avait sorti son téléphone et filmé 34 secondes. Dans la vidéo, on voyait Théo nettoyer une fenêtre, lentement, avec soin, chantant à voix basse, souriant même si personne ne le regardait. Jean n'a jamais su quoi faire de cette vidéo. Mais quand il a vu tout ce qui s'est passé après, quand il a vu Monsieur Dubois défendre Théo, quand il a vu la transformation de la villa Dubois, il a su que cette vidéo signifiait quelque chose. Il la montra à Monsieur Dubois un après-midi. « Monsieur, j'ai enregistré ça avant que vous ne sachiez que Théo était ici. J'ai pensé que vous deviez le voir. » Monsieur Dubois regarda la vidéo et s'effondra pour la 3e fois. Parce que, dans ces 34 secondes,
Il a vu tout ce que Sophie avait décrit dans son cahier. Il a vu l'amour, il a vu le dévouement, il a vu la pureté de quelqu'un qui aidait sans rien attendre en retour. « Puis-je la garder ?» demanda Monsieur Dubois. Jean acquiesça. « Elle est à vous. » Monsieur Dubois garda cette vidéo. Et chaque fois qu'il doutait, chaque fois qu'il pensait qu'il avait peut-être pris la mauvaise décision, il la regardait et se rappelait pourquoi il l'avait fait. Parce que dans un monde obsédé par la productivité, par les règles, par le contrôle, Théo était un rappel de quelque chose de plus simple et de plus profond, que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle fait, elle se mesure à qui elle est. Et Théo était quelqu'un qui valait tout. 3 mois après le jour où tout a changé, Monsieur Dubois fit quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il convoqua une réunion extraordinaire avec les directeurs de ses 120 hôtels. Pas une visioconférence, pas une note de service. Une réunion en personne dans le plus grand hôtel de la chaîne, à Paris, salon principal, 200 personnes. Les directeurs arrivèrent confus. Ils pensaient qu'il y aurait des coupes, une restructuration, quelque chose de mauvais. Mais quand ils entrèrent dans le salon, ils virent quelque chose de complètement différent. Sur scène, il y avait un écran géant, et sur cet écran, une présentation avec un titre que personne n'attendait. Programme Dignité familiale, politique d'entreprise 2025. Inclusion sans exception. Monsieur Dubois monta sur scène, sans note, sans prompteur, seulement lui et son histoire. Il y a 3 mois, commença-t-il, j'ai renvoyé mon intendante en chef, une femme qui a travaillé pour moi pendant 7 ans. Je l'ai renvoyée parce qu'elle a humilié une employée pour avoir amené son frère trisomique au travail. Et oui, l'employé a enfreint les règles, mais les règles étaient mauvaises. Le salon se tut. Monsieur Dubois continua. Aujourd'hui, je veux vous présenter 2 personnes qui ont changé ma vie et qui vont changer cette entreprise. Les lumières du salon s'éteignirent. Un projecteur illumina le côté gauche de la scène. Sophie et Théo entrèrent. Nerveux, Théo tenait la main de Sophie. Le salon ne savait pas comment réagir. Quelques applaudissements timides. De la confusion. Monsieur Dubois marcha vers eux, leur serra la main et commença à raconter l'histoire. Pas la version entreprise, la version réelle, les 23 jours, la peur, l'humiliation, le cahier, la vidéo de 34 secondes, tout. Quand il eut fini, la moitié du salon pleurait. Et alors, Monsieur Dubois dit quelque chose que personne n'attendait. À partir d'aujourd'hui, tous nos hôtels mettront en place le programme Dignité familiale. Si un employé, quel que soit son niveau, a besoin d'amener un membre de sa famille en situation de handicap, de maladie chronique ou de vulnérabilité, il peut le faire, avec 3 conditions. Première, le signaler au directeur 48 heures à l'avance. Deuxième, la personne vulnérable doit avoir une surveillance adéquate. Troisième, il doit y avoir un plan d'activité qui profite à la fois à la personne et à l'hôtel. Un directeur leva la main. Monsieur Dubois, et si cela affecte la productivité? Monsieur Dubois le regarda droit dans les yeux. C'est exactement la mauvaise question. La bonne question est, et si ne pas le faire détruit des vies? Le directeur baissa les yeux. Monsieur Dubois continua. Ces 3 derniers mois, chez moi, nous avons eu Théo, le cousin de Rosa atteint de paralysie cérébrale, la nièce de Jean atteinte d'autisme, la belle-mère de Don Miguel atteinte de démence. Vous savez ce qui s'est passé? Silence. La productivité n'a pas baissé, elle a augmenté. Parce que quand votre équipe sait que vous vous souciez d'eux en tant que personne, pas seulement en tant qu'employé, ils donnent tout, et plus encore. Certains directeurs acquiescèrent, d'autres restaient sceptiques. Monsieur Dubois projeta une vidéo sur l'écran. C'était la vidéo que Jean avait enregistrée, 34 secondes de Théo nettoyant une fenêtre, chantant, souriant. Seul, quand la vidéo se termina, Monsieur Dubois dit « Ce jeune homme est atteint de trisomie 21, un quotient intellectuel de 68. Le monde lui dit qu'il vaut moins, mais en 3 mois,
Il m'a plus appris sur le leadership que tous les livres de management que j'ai lus. Théo leva les yeux, surpris. Monsieur Dubois lui sourit. Et alors Monsieur Dubois montra quelque chose de plus. Des fragments du cahier de Sophie, projetés sur l'écran. Les entrées les plus douloureuses, les plus porteuses d'espoir. Jour 1, je suis terrifié. Jour 5, peut-être pouvons-nous y arriver. Jour 23, il nous a défendus. Quand il eut fini, il n'y avait plus un seul œil sec dans ce salon. Monsieur Dubois conclut ainsi: ce programme n'est pas de la charité, c'est une stratégie. Parce que les entreprises qui prennent soin de leurs employés non seulement fidélisent les talents, elles les multiplient. Et aujourd'hui, vous allez tous faire partie de ce changement. La réunion se termina, mais quelque chose avait changé. Certains directeurs s'approchèrent de Sophie et Théo, leur posèrent des questions, les remercièrent. L'un d'eux, un directeur de Guadalajara, dit à Monsieur Dubois: « Monsieur, j'ai une fille, 12 ans, atteinte de dystrophie musculaire. Ma femme a quitté son travail pour s'occuper d'elle. Nous avons du mal. Est-ce que je peux vraiment ?» Monsieur Dubois l'interrompit en lui donnant une accolade. « Oui, vous pouvez et vous le ferez. Si à cet instant, vous ne ressentez rien dans votre poitrine, si vous n'avez pas la gorge nouée, alors vous ne faites pas attention. Parce que ce n'est pas juste une histoire, c'est une révolution silencieuse. Et elle se déroule maintenant. 2 semaines après le premier hôtel à Monterrey, le programme s'étendit à Puebla, puis Guadalajara, Cancún, Mérida, Acapulco. En 6 mois, 47 des 120 hôtels avaient mis en œuvre le programme complet, et les résultats furent époustouflants. 89 familles emmenaient leurs proches au travail, un enfant autiste, une mère atteinte d'Alzheimer, un mari atteint de sclérose en plaques, une fille atteinte de trisomie 21, un frère atteint de paralysie cérébrale. Le taux de rotation du personnel chuta de 34% parce que les gens n'avaient plus à choisir entre travail et famille. La productivité augmenta de 12% parce que des employés sans anxiété travaillent mieux, et quelque chose que personne n'avait mesuré mais que tout le monde ressentait. Le bonheur augmenta considérablement. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui remarqua tout cela. Quelqu'un qui observait de l'extérieur, une journaliste du nom de Claire Moreau. Claire travaillait pour l'un des plus grands journaux de France, enquêtrice, sceptique de nature. Elle ne croyait pas aux belles histoires d'entreprise, surtout pas. Mais elle avait entendu des rumeurs sur Monsieur Dubois et son programme étrange. Elle décida d'enquêter. Elle appela Monsieur Dubois, demanda une interview. Monsieur Dubois accepta. Claire arriva à la Villa Dubois un mardi après-midi. Elle s'attendait à trouver une opération de relations publiques, quelque chose de faux, de préparé. Mais ce qu'elle trouva fut complètement différent. Théo ouvrit la porte, un sourire géant. « Bonjour, je suis Théo, vous venez voir Monsieur Dubois. » Claire cligna des yeux. « Oui, entrez. Aujourd'hui, j'ai fait des chouquettes avec Monsieur Miguel. Vous voulez goûter ?» Et avant même que l'interview ne commence, Claire était dans la cuisine, en train de manger des chouquettes faites par un jeune homme atteint de trisomie 21. Écoutant Monsieur Miguel expliquer comment Théo avait appris à faire la pâte, regardant Sophie travailler sans drame, sans caméra, sans mise en scène, quand elle s'assit enfin avec Monsieur Dubois, Claire savait déjà que ce n'était pas une histoire d'entreprise, c'était quelque chose de réel. L'interview dura 2 heures. Monsieur Dubois raconta tout, le carnet, la vidéo de 34 secondes, les 23 jours, l'humiliation, la décision. Claire posa des questions difficiles, chercha des failles, n'en trouva aucune. À la fin, elle demanda « Pourquoi? Qu'est-ce que vous gagnez à faire tout ça ?» Monsieur Dubois la regarda droit dans les yeux. « Je gagne à dormir en paix. Je gagne à voir mon fils dans chaque personne que nous aidons. Je gagne à savoir que quand je mourrai, j'aurai laissé quelque chose qui compte plus que l'argent. » Claire écrivit l'article. Il fut publié 2 semaines plus tard. En première page, 4 pages complètes, des photos de Théo travaillant, de Sophie faisant le ménage, du carnet. Titre: Le millionnaire qui a appris l'humanité, d'une employée et de son frère,
atteint de trisomie 21. L'article devint viral, pas seulement sur les réseaux sociaux, dans les médias sérieux, télévision, radio, magazines internationaux. Monsieur Dubois reçut des centaines d'appels. D'autres entreprises voulaient mettre en œuvre le programme. Des organisations demandaient des conseils. Des familles cherchaient de l'espoir. Et alors, il se passa quelque chose que personne n'attendait. Le gouvernement s'impliqua. Une députée nommée Aurélie Lemaire lut l'article. Elle avait un fils autiste. Elle comprenait la lutte. Elle proposa une loi, la loi d'inclusion familiale dans les espaces de travail, basée directement sur le programme de M. Dubois. La loi mit 8 mois à être adoptée. Mais quand ce fut le cas, elle changea la France. Désormais, toute entreprise de plus de 50 employés devait proposer des options d'inclusion familiale. La participation n'était pas obligatoire, mais l'option devait exister. Monsieur Dubois fut invité à l'Assemblée nationale lors de la signature de la loi. Il emmena Sophie et Théo. Quand ils annoncèrent les noms, Théo s'avança, et quand on lui donna le micro, il dit quelque chose que l'Assemblée entière retiendrait à jamais. « Je m'appelle Théo Dubois, j'ai la trisomie 21, et je veux dire que je ne suis pas différent en mal. Je suis différent en bien, et nous méritons tous de travailler. Nous méritons tous d'être vus. Merci. » L'Assemblée se leva. Des applaudissements qui durèrent 4 minutes. Sophie pleurait. Monsieur Dubois pleurait. Théo souriait. Parce que finalement, après 24 ans passés à être invisible aux yeux du monde, Théo Dubois était vu. Mais il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose que Théo avait fait pendant tous ces mois, quelque chose que personne ne lui avait demandé. Dessiner. Théo aimait dessiner depuis l'enfance. Mais au cours des 6 derniers mois, il avait changé de centre d'intérêt. Il avait cessé de dessiner des choses imaginaires et avait commencé à dessiner ce qu'il voyait tous les jours, le jardin de la Villa Dubois, les bougainvilliers que Thomas lui avait appris à arroser, le miroir qu'il avait nettoyé avec Monsieur Dubois, la cuisine où Monsieur Miguel lui avait appris à cuisiner, Sophie travaillant, Monsieur Dubois lisant. En 6 mois, Théo créa 47 dessins. Sophie les gardait dans un dossier. Elle pensait qu'ils étaient privés, un souvenir. Mais Monsieur Dubois avait une autre idée. Un après-midi, il lui demanda le dossier, l'emmena à un ami, conservateur d'art, designer, lui montra les dessins sans contexte. Le conservateur les regarda, un par un, lentement. Quand il eut terminé, il dit « Ils sont bons, pas bons, pour quelqu'un atteint de trisomie 21. Bon, point. Je les exposerai sans hésiter. » Monsieur Dubois sourit, et ainsi, 2 mois plus tard, dans une petite galerie du Marais, eut lieu le vernissage de la première exposition de Théo Dubois. Titre « 47 jours de gratitude », pas 23, parce que les 23 premiers avaient été emplis de peur. Mais les 47 qui avaient suivi avaient été empreints de quelque chose de plus beau, la gratitude, l'appartenance, l'amour. Le vernissage eut lieu un jeudi soir. Monsieur Dubois invita tout le monde, Sophie, Monsieur Miguel, Thomas, Rose, les directeurs, Claire Moreau et Madame Michaud. Quand Madame Michaud arriva, elle vit Théo entouré de gens, admirant son art, le traitant comme un artiste, pas comme un trisomique. Madame Michaud s'approcha timidement. « Théo, je peux te parler ?» Théo la regarda, la reconnut, et au lieu de la colère, il sourit. « Bonjour, Madame Michaud. Vous aimez mes dessins ?» Madame Michaud resta sans voix pendant 3 secondes. Puis, d'une voix brisée, « Ils sont magnifiques. Tu es magnifique. Et je suis tellement désolé. » Théo ne comprenait pas complètement, mais il comprenait les excuses. Il tendit la main. « C'est bon. Tout le monde se trompe. Monsieur Dubois m'a appris ça. » Madame Michaud serra sa main et pleura. Cette nuit-là, 12 dessins furent vendus, à des prix allant de 1 800 à 3 500 €. Total, 24 000 €. Monsieur Dubois donna tout l'argent à Théo, moins les 30% du conservateur. Théo reçut 16 800 €.
la plus grosse somme qu'il ait jamais vue de sa vie. Sophie faillit s'évanouir. Théo ne comprenait pas les chiffres exacts, mais il comprenait quelque chose de plus important. Son travail avait de la valeur. Monsieur Dubois demanda « Théo, qu'est-ce que tu veux faire de cet argent ?» Théo réfléchit longuement, puis dit « Je veux aider. C'est parce que vous nous avez aidés. Je veux que d'autres personnes comme moi puissent travailler, elles aussi. » Et c'est ainsi que la Fondation Théo Dubois est née, financée initialement avec les 1800 € de la vente des œuvres d'art, axée sur la formation professionnelle pour les personnes atteintes de trisomie 21. Première année, 3 personnes formées, le même nombre de jours où Théo était caché. Deuxième année, 47 personnes, le nombre de dessins. Troisième année, 120 personnes, le nombre d'hôtels de Monsieur Dubois. Et chaque diplômé recevait quelque chose de spécial, un certificat et une copie encadrée du dessin préféré de Théo, celui du jardin avec les bougainvilliers, parce que ce jardin représentait quelque chose, un lieu où une personne vulnérable a été vue, soignée, valorisée. C'est ce que la Fondation promettait, être ce jardin pour les autres. 3 ans après ce fameux jeudi 15 mai, Sophie, Théo et Monsieur Dubois étaient assis dans le jardin de la Villa Dubois. C'était un dimanche après-midi. Le soleil se couchait doucement entre les bougainvilliers. Thomas arrosait les plantes. Don Miguel préparait du café dans la cuisine. Rosa chantait en nettoyant. Et pour la première fois depuis longtemps, les 3 existaient simplement, sans hâte, sans peur, sans besoin de se cacher. « Monsieur Dubois, » dit Théo, « je peux vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, Théo. Pourquoi vous nous avez aidés? Quand Madame Michaud allait nous mettre à la porte? Pourquoi ?» Monsieur Dubois regarda Théo, puis Sophie, puis le jardin. « Parce que j'avais un fils qui te ressemblait, et quand il est mort, j'ai pensé que je ne ressentirais plus jamais ce que je ressentais quand j'étais avec lui. Mais ensuite, je t'ai rencontré. Et tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié. »« Quoi ?» demanda Théo. « Que l'amour ne se perd pas quand quelqu'un s'en va. Il change juste de forme. Et parfois, si tu as de la chance, il revient dans la personne que tu attends le moins. » Théo sourit. « Comme votre fils Sébastien. »« Comme mon fils Sébastien, » confirma Monsieur Dubois. « Exactement. » Sophie essuya une larme. « Merci, monsieur, pour tout. » Monsieur Dubois secoua la tête. « Non, merci à vous. Vous m'avez sauvé, pas l'inverse. » Et à ce moment-là, dans ce jardin, 3 personnes que le destin avait réunies de la manière la plus improbable comprirent quelque chose de fondamental. Que les plus grandes histoires ne s'écrivent pas dans des palais ou des entreprises. Elles s'écrivent dans des cuisines, dans des garde-manger, dans des jardins, dans des lieux où des personnes ordinaires font des choses extraordinaires sans s'en rendre compte. Théo continua à travailler à la Villa Dubois, non pas comme un employé caché, mais comme un membre de la famille. Sophie a été promue coordinatrice du personnel de toute la chaîne hôtelière. Salaire de 36 000 €. Responsable de la mise en œuvre du programme Dignité familiale dans les 120 hôtels. Monsieur Dubois a réduit ses heures de travail de 14 heures par jour à 8. Il a embauché un co-PDG et a consacré le reste de son temps à la fondation et à prendre le petit déjeuner avec Sophie et Théo tous les matins. Madame Michaud est devenue la formatrice principale du programme. Elle a voyagé dans toute la France pour enseigner aux gestionnaires l'empathie, l'inclusion, comment les règles sans cœur sont de la cruauté. Et chaque fois qu'elle donnait une formation, elle commençait par la même phrase. « J'étais la méchante de cette histoire, mais on m'a donné une seconde chance. Et aujourd'hui, je suis ici pour m'assurer que personne d'autre ne commette mon erreur. » La Villa Dubois s'est transformée. Ce n'était plus une demeure vide. C'était un refuge, une famille, un lieu où 6 personnes vulnérables allaient tous les jours. Elles aidaient, travaillaient, appartenaient. Et chaque fois que quelqu'un visitait et demandait pourquoi il y avait autant de gens différents dans une maison aussi élégante, Monsieur Dubois répondait la même chose. Parce que la vraie élégance n'est pas dans le marbre, elle est dans l'humanité. 5 ans plus tard, le programme Dignité familiale était mis en œuvre dans 800 entreprises en France.
12 000 familles y participaient, 12 000 personnes vulnérables qui n'avaient plus à se cacher. La Fondation Théo Dubois avait formé 450 personnes atteintes de trisomie 21. 340 d'entre elles travaillaient avec des salaires, avec dignité, avec de vrais contrats. Et Théo, à 29 ans, était quelque chose qu'il n'avait jamais pensé être. Un artiste reconnu, un activiste, un symbole que différent n'est pas moins. Mais plus que tout ça, Théo était simplement Théo. Quelqu'un qui pliait parfaitement les serviettes, qui arrosait les bougainvilliers les mercredis et samedis, qui faisait du pain d'épices avec Don Miguel, qui dessinait des jardins, qui souriait quand personne ne le voyait, quelqu'un qui avait passé 23 jours caché dans un garde-manger et qui était maintenant vu par tout un pays. Cette histoire a commencé par une injustice, un mot cruel, une humiliation, mais elle s'est terminée par quelque chose de beaucoup plus puissant. Une loi, une fondation, un mouvement, 12 000 vies changées. Et tout ça parce que 3 personnes ont décidé quelque chose de simple mais de révolutionnaire. Ils ont décidé de voir au-delà des règles, au-delà des différences, au-delà de la peur. Voir un être humain qui méritait la dignité, qui méritait un travail, qui méritait l'amour. Et quand ils l'ont finalement vu, le monde a changé, pas du jour au lendemain. Pas avec des cris ou de la violence, mais avec quelque chose de beaucoup plus silencieux et de beaucoup plus fort, avec un cahier, avec 34 secondes de vidéo, avec 47 dessins, avec des serviettes pliées entières, avec des bougainvilliers arrosés avec amour, avec de petits actes qui se sont transformés en de grands mouvements. Tu as 2 options maintenant. Tu peux fermer cette histoire et l'oublier, la laisser dans le passé comme une anecdote sympa, ou tu peux faire quelque chose de différent. Tu peux regarder autour de toi et te demander « Qui est-ce que je ne vois pas? Qui est caché dans ma vie et attend d'être vu? Peut-être est-ce un collègue de travail, un voisin, un membre de la famille, quelqu'un de différent, quelqu'un de vulnérable, quelqu'un que le monde dit valoir moins, et tu peux décider de le voir. » Pas avec pitié, pas avec charité, mais avec ce que Théo a toujours mérité, avec humanité, avec respect, avec la certitude absolue que sa vie compte autant que la tienne. Parce qu'au final, c'est ce que cette histoire enseigne vraiment, qu'il n'y a pas de personnes spéciales et de personnes ordinaires. Il y a seulement des personnes qui voient et des personnes qui ne voient pas. Lequel vas-tu être ? C'est l'histoire de Sophie Dubois, qui a enfreint une règle par amour, de Théo Dubois, qui n'a jamais cessé de sourire même si le monde ne le voyait pas, et de Monsieur Dubois, qui a appris que le meilleur investissement qu'un millionnaire puisse faire n'est pas à la bourse. Il est de voir quelqu'un que tous les autres ignorent et de dire « Tu comptes, tu vaux, tu mérites d'être ici ». 3 personnes, 23 jours de peur. 47 jours de gratitude, 12 000 vies changées. Une leçon simple. L'amour trouve toujours le chemin, même quand il commence caché dans un garde-manger.